Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. J'ai fait une semaine de pause la semaine dernière et j'avais préenregistré mes derniers podcasts. Donc ça fait un petit moment que je me suis pas posée devant mon micro, ça fait un mois. Je suis très contente de vous retrouver après ce mois compliqué. J'ai eu l'idée de faire cet épisode de podcast que je vais appeler Octobre 2023, je pense, pour vous raconter un petit peu en première partie les changements dans ma vie et l'intérêt de comprendre ses besoins et de respecter ses besoins pour s'adapter aux changements de la vie et pour gagner en liberté. Et puis je vais aussi vous parler et m'exprimer de la situation actuelle. On va commencer par les bonnes nouvelles. Comme ça, ceux qui en ont marre d'en entendre parler pourront partir après. Donc, je voulais annoncer, je crois, dans mon dernier épisode, je déménage en Australie. Je vais vous raconter un petit peu plus comment ça s'est fait. Donc, je déménage à Perth exactement pour partir vivre avec mon copain. Donc qui travaille dans une mine à Perth. Donc je sais pas, pour ceux qui connaissent pas trop l'Australie, qui sont jamais allés, qui connaissent pas trop, c'est encore un petit peu la ruée vers l'or là-bas. Et on peut trouver du travail dans les mines et c'est relativement bien payé, même si c'est des jobs assez difficiles. Mais en gros, mon mec, ça va faire 1 an qu'il travaille là-dedans. Il voudrait y travailler encore plusieurs années. Pour mettre de l'argent de côté pour faire d'autres projets après d'avenir. Et en fait, en ce moment, du coup, il travaille 1 semaine sur 2, c'est-à-dire que pendant 1 semaine, il vit et dort à la mine, à 2 heures de vol de Perth. Et 1 semaine sur 2, il est chez lui à Perth, en fait. Donc à la base, lui, il était assez chaud de venir pendant 1 semaine par mois, donc sur ces semaines off à Bali me voir, et moi j'étais chaude aussi de venir 1 fois par mois à Perth du coup pour passer du temps avec lui. Et fin septembre du coup on s'est dit qu'on allait s'appeler pour prendre nos vols et planifier tous nos allers-retours d'ici le mois de décembre. Et en fait, il s'est avéré que c'était compliqué, que les vols avaient énormément augmenté, que lui, il avait des rendez-vous importants, des démarches à faire sur ses semaines libres, et que du coup, c'était compliqué pour lui d'aller à Bali, et que moi, c'était impossible pour moi de faire autant d'allers-retours, et que c'était trop cher, etc. Donc, on en est venu à la conclusion que c'était beaucoup plus simple que je déménage et que j'aille vivre avec lui, puisque j'ai la chance de travailler en ligne et d'être libre et de pouvoir faire ce que je veux. Même si c'était complètement effrayant, parce que on en était quand même déjà à se dire que peut-être en 2024 on emménagerait ensemble en Australie. Mais on n'avait pas du tout prévu de précipiter ça. Clairement, on s'est rencontrés il y a 6 mois. Et on a été séparés pendant 2 mois et demi, 3 mois cet été, donc on n'en était pas on n'était pas là. J'arrive pas à parler. On n'en était pas là sur l'emménagement ensemble, mais du coup on s'est dit que en fait il valait mieux qu'on vive ensemble, sachant que lui de toute façon il est là qu'1 semaine sur 2. Mais du coup avoir un quotidien ensemble, voir comment notre relation évolue, et prendre le risque d'emménager ensemble un peu tôt, que de pas se voir en fait pendant 2 mois, de se voir 1 semaine tous les 2 mois et d'être frustré et de pas faire avancer notre relation en fait. Donc du coup, je déménage à Perth, je déménage chez lui dans sa colocation actuelle, mais on est en train de chercher un appartement pour tous les deux. On va essayer de se rapprocher le plus possible de la mer. Donc j'y suis allée 3 semaines là au mois d'octobre. Donc j'ai passé 3 semaines là-bas d'affilée, dont 1 semaine du coup où j'étais toute seule chez lui puisque lui était à la mine.
Et du coup, je me suis un petit peu installée, j'ai essayé un petit peu de commencer à créer ma routine, puisque du coup, voilà, j'y ai passé 3 semaines, là je suis de retour à Bali, et je retourne définitivement là-bas le 16 novembre, avec tous mes bagages. Je quitte Bali le 16 novembre, définitivement, je vais y retourner 2-3 semaines en février, et probablement on ira cet été aussi. Mais bref. Du coup, pendant ces 3 semaines-là, c'était un peu aussi un test de genre, est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je peux recréer un petit peu mon quotidien ? Est-ce que je peux me trouver des activités ? Et donc, ça s'est plutôt bien passé. Donc, je me suis acheté un scooter d'occasion. J'ai trouvé un super plan. Un scooter, ça m'a coûté 700 € avec les 2 casques... le truc pour mettre le téléphone sur le guidon et tout, enfin trop bien. L'essence là-bas, enfin le plein d'essence de scooter là-bas, c'est pas cher du tout non plus, genre c'est 6 €, un truc comme $6. Donc du coup j'ai fait ça pour me permettre de me sentir libre, d'être indépendante, de pouvoir me déplacer et d'aller à des cours de danse, parce que du coup j'ai pu recréer du coup ma petite routine, ma healthy petite routine de Bali, c'est-à-dire de pouvoir travailler et de pouvoir aller à la danse le soir. Ça, c'était vraiment ce qui me plaisait dans ma nouvelle routine que je m'étais créée à Canggu depuis l'année dernière. Et j'ai eu la chance du coup de trouver des cours de danse à 5 minutes de la maison, 2 écoles différentes qui proposent des cours un petit peu comme ce que je fais déjà sur des musiques commerciales avec en talons, etc., des trucs un peu sensuels. J'ai trouvé tout ça à 5 minutes de là où on habite, et du coup je peux y aller avec mon petit scooter comme si j'étais à Bali. J'ai aussi trouvé des petits cafés, des petits restos véganes où je peux aller manger, je peux aller travailler. Je me suis fait une copine aussi, en dehors du cercle de mon mec, parce que mon mec a déjà un groupe de potes. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est pas comme quand je suis arrivée à Bali toute seule, genre il a déjà un groupe de potes. Puis c'est pas juste un groupe de potes de gens qu'il vient de rencontrer, il y a aussi ses meilleurs amis qui sont là-bas, donc je me sens très entourée. Mais je me suis aussi fait une copine en dehors de son cercle, qui est d'ailleurs, Anaïs, si tu passes par là, une auditrice du podcast, donc qui m'a contactée sur Instagram, et où du coup j'ai capté qu'elle habitait à Perth, et du coup je lui ai proposé qu'on se voit, et du coup voilà, je me suis aussi fait une copine. Donc du coup en fait j'ai pu recréer le quotidien et mes non négociables pour me sentir bien là-bas, et de juste en fait transposer ma vie et ce qui me fait du bien, ma routine à Perth. Et puis voilà, c'est qu'à 3h30 de Bali, donc si j'ai envie d'aller à Bali, je peux quand même y aller facilement. Et puis voilà, Perth, c'est pas non plus Tourcoing. Donc ça reste quand même très très cool. Et puis comme vous savez, mon mec a un 4x4 avec toit-tente, tout équipé pour la van life. Donc on s'est fait un petit week-end, un petit road trip de 1 nuit en octobre, et en fin novembre, début décembre, on va partir normalement 2 semaines pour faire vraiment aller dans le nord de l'Australie, dans le nord ou dans le sud, je sais plus, c'est lui qui fait le programme, mais bref, je vais vraiment faire un gros road trip de 2-3 semaines pour vraiment découvrir l'Australie, et je suis trop contente. Et dans tous les cas, je suis aussi tout simplement trop contente de pouvoir expérimenter enfin à 29 ans une relation amoureuse épanouissante, stable, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'estime, qui avance bien, où on s'amuse bien et où je me sens comblée. Donc c'était son anniversaire aussi pendant que j'étais là. Donc on a pu fêter son anniversaire avec tous ses potes. Je lui ai fait un petit cadeau, je lui ai écrit une petite carte. C'était des moments très émouvants. Et ouais, je me sens à ma place. Je me sens à ma place et tout va bien. Et d'ailleurs, voilà, octobre 2023 sera aussi marqué par le fait que après 3 ans et demi, je crois, je sais plus exactement, non, j'exagère, un petit peu moins de 3 ans, j'ai pris une cuite.
j'avais envie de me prendre une cuite, j'avais envie de faire la fête, j'avais envie d'aller en boîte, j'avais envie de rigoler, de faire n'importe quoi. Je vous l'avais partagé en story que à chaque fois que j'essayais de sortir ces derniers temps, j'y arrivais pas, genre au bout de 1 verre d'alcool et demi, je me sentais pas trac et j'avais envie de rentrer. Là du coup j'ai un petit peu préparé le truc, j'ai bu des bières par-ci par-là pour un petit peu habituer mon ventre. La naturo qui vous raconte comment se bourrer la gueule. Mais voilà, je me suis un petit peu réhabituée et du coup le jour de son anniversaire, on était vraiment une bonne bande. On se pissait dessus de rire et j'ai réussi à boire. C'est pas un exploit, hein, mais pour moi c'en était un parce que du coup j'ai pu vraiment faire la folle en fait. Je sais qu'on peut s'amuser sans alcool, mais j'avais envie de faire la folle. Et j'ai beaucoup trop bu, bien évidemment, parce qu'une fois que j'avais passé le cap de « Ah, c'est bon, je suis plus patraque », j'ai un peu, genre, plus du tout perçu mes limites. Et heureusement que les boîtes en Australie ferment à 1h du matin. Souvent, c'est des soirées, en fait, de 6h à 23h. Donc, on est allé dans un truc, on est parti à 23h. Et heureusement, parce qu'il était grand temps que j'arrête de boire, puisqu'on a littéralement passé une bonne heure chacun sur les toilettes pour vomir. C'était très amusant, mais on était quand même déjà bien attaqués. Donc heureusement que c'était pas des soirées jusqu'à 6h du mat. Sinon je m'en serais toujours pas remise, je pense. Et du coup voilà. Tout ça pour vous dire que moi j'ai déterminé en amont quels étaient mes besoins, notamment avec ma coach Aurore de l'épisode précédent sur la dépendance affective. On a vraiment déterminé ensemble quels étaient mes besoins pour que je me sente bien dans ce changement de vie. J'ai été questionnée en fait ma suradaptation aux situations, ou est-ce que j'étais pas en train de me suradapter, de faire des sacrifices pour ma relation, de quitter Bali, de quitter mon quotidien pour suivre un mec que je connais à peine, qu'on se le dise. Donc j'ai vraiment déterminé quels étaient mes besoins pour me sentir bien, quels étaient mes non négociables. Je les ai appliqués et je me sens bien. Et ma relation va bien et tout roule. Donc voilà, c'est aussi pour vous rappeler ça, l'importance d'apprendre à vous connaître, de déterminer quels sont vos besoins et d'être intarissable sur cela, de tout mettre en œuvre pour y arriver, pour être heureux. Et pour ça aussi, il faut aussi travailler son estime de soi, sa confiance en soi et apprendre à se connaître. Et si vous vous sentez incapable de faire ce genre de choses, je vous conseille vraiment de vous faire aider. Donc soit par moi en naturopathie et en suivi sur les troubles alimentaires et si c'est vos problématiques, soit par des psychologues, soit par des coachs divers et variés, mais voilà, je vous conseille vraiment d'aller travailler sur ça pour pouvoir prendre cette assurance de faire en sorte que vous ayez tout ce qu'il vous faut, tout ce dont vous avez besoin, de vous respecter en fait. C'est une question de se respecter en fait. Pour pouvoir être bien et bien vivre les changements dans votre vie, quand vous devez déménager, quand vous devez faire des sacrifices entre guillemets, pour pouvoir toujours vous recréer un cocon et vous sentir bien, peu importe ce qui vous arrive. Donc globalement, j'ai passé un très bon mois d'octobre, mais tous ces moments, tout ce bonheur, tous ces 3 semaines en Australie ont été teintés par le conflit israélo-palestinien, qu'on peut plus vraiment appeler ça comme ça maintenant, parce que c'est passé à un autre niveau, hein. Israël est en train de procéder à un nettoyage ethnique des Palestiniens. Et ça fait quand même longtemps que je suis à peu près au courant de ce qui se passe et que je suis convaincue de la cause palestinienne et que j'ai fait un petit peu mon deuil aussi de ma naïveté sur Israël, puisque en fait je pense que je vous en ai jamais parlé dans ce podcast, donc personne ne doit être au courant, je pense. Mais mon arrière-grand-père était juif. Il était avec mon arrière-grand-mère qui était pas juive.
Il était allemand, ils se sont rencontrés à Berlin, ils étaient tous les deux chefs d'orchestre, ils ont travaillé ensemble, ils se sont rencontrés, et ils ont décidé de fuir l'Allemagne nazie dans les années 30 et se réfugier en France, dans la campagne. Et donc ils ont eu des enfants, dont ma grand-mère. Et puis en 1942, la gendarmerie française est venue arrêter mon arrière-grand-père. Ils l'ont arrêté que lui, puisqu'il était juif, et mon arrière-grand-mère n'était pas juive. Mais leurs enfants, dont ma grand-mère, étaient cachés dans des coffres, donc il n'y a que lui qui a été arrêté. Et bien évidemment, il n'est jamais revenu, il a été gazé à son arrivée à Auschwitz. Et donc je ne suis pas de culture juive, puisque du coup ensuite mon arrière-grand-mère n'a pas pu reprendre contact avec la famille de mon arrière-grand-père et ne s'est pas convertie, et personne d'autre dans la famille n'était juif, donc on n'a pas été éduqués dans la culture juive, etc. En revanche, on sent bien en nous qu'il y a quelque chose. On est très typés, etc. Et on a des photos de lui dans nos maisons. Et j'ai toujours grandi en sachant qui c'était, qu'est-ce qui lui était arrivé. Et quand j'étais au collège, quand j'ai commencé à apprendre en fait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, que j'ai appris l'existence des camps de concentration et que j'ai vu surtout ce qui s'y était passé en regardant des documentaires, en lisant des livres. Et ben, je me souviens que j'ai eu des moments où j'ai pleuré à cause de ça, quand j'avais 12-13 ans, en me disant vraiment que le monde était atroce et comment on avait pu faire ça. Et mais je me souviens aussi que ça m'a fait développer une foi sur le fait que on avait dépassé ça maintenant, que du coup maintenant il y avait un État d'Israël, que les Juifs étaient protégés, que il y avait une rédemption, que voilà, le mal était vaincu, et que voilà, les gentils ont gagné et les méchants ont disparu, et les gouvernements nous protègent, et tout va bien. Et du coup, voilà, même si je suis contre la politique d'Israël depuis des années, la tournure que ça a pris ce mois-ci, en fait, j'ai tout de suite bloqué les informations. Parce que voilà, je me suis tout de suite mise dans ma bulle en fait quand il y a eu les attaques du 7 octobre et ce qui s'en est suivi. J'ai tout de suite bloqué les informations, j'ai arrêté de regarder Instagram, en me culpabilisant beaucoup de faire ça, mais parce que je sais pas, j'ai bloqué, j'ai voulu rester dans ma bulle, dans mon road trip avec mon mec, dans mon petit bonheur. J'ai senti qu'en fait c'était trop atroce et qu'il me fallait du temps pour process. Et donc j'ai pas pu bloquer tant que ça les nouvelles, puisque c'était en continu sur mon feed Instagram, etc. Et quand on a vraiment compris que du coup Israël avait dépassé le simple stade de la riposte pour protéger ses civils, et était passé dans une offensive de plus grande ampleur et un génocide. En fait, pour moi, du coup, avec mon histoire, avec ce que je viens de vous expliquer, me dire dans ma tête qu'il y a des juifs, et je dis bien des juifs, en parlant du gouvernement israélien, de l'armée israélienne, et je ne parle pas des juifs en général, ce ne sont pas les juifs, mais ce sont des personnes juives malgré tout, puisque ce sont le gouvernement israélien, l'armée israélienne, qui puissent commettre un génocide. Moi, mon cerveau, là, il bug. Il bug complètement. Que des personnes qui soient descendants de la Shoah
puisse commettre de telles exactions, mon cerveau y plante. Ce n'est pas possible. Et quand je réalise ça, en fait, je suis tellement déçue et je me sens désabusée du monde que en fait, j'ai honte. En fait, le problème, c'est la honte. Les gouvernements agissent en notre nom et nous font honte. Et la honte, pour survivre à la honte, notre cerveau, il nous coupe de notre empathie. Et c'est ce que j'ai vécu, et c'est ce que beaucoup de gens vivent, et c'est pour ça que des gens meurent dans l'indifférence générale, parce qu'on a honte et qu'on est coupé de notre empathie, parce qu'il y a des choses qui sont faites en notre nom, nous, en tant qu'occidentaux. Et du coup, avec cette honte et avec ce manque d'empathie, enfin cette coupure avec mon empathie, je me suis sentie dissociée du monde. Je me suis sentie comme si je faisais pas partie en fait du monde, comme si ça ne me concernait pas, et comme si j'avais que de la haine en fait pour l'un et l'autre des camps en fait, pour tout le monde en fait, et que j'avais envie juste de changer de planète et que je veux pas que ça fasse partie de ma réalité et c'est pas possible en fait. Et j'avais plus envie de me battre pour aucune cause, plus rien. J'avais vraiment l'impression que l'humanité est une cause perdue en fait. Et du coup, j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour process encore une fois la fin de mes croyances sur le bien et le mal et sur le fait que en fait juste sortir de cette vision manichéenne du bien et du mal et des gentils des méchants et que même les personnes qui ont souffert peuvent encore reproduire l'histoire qu'on leur a fait subir. Et j'ai eu besoin de temps du coup pour processer ça et du coup j'ai beaucoup fait l'autruche. J'ai ni regardé les infos ni repartagé des informations en story. C'est pourquoi j'ai de la culpabilité parce que voilà, les gens qui ont des communautés sur Instagram, qui ont des comptes Instagram business, on n'est pas obligé de repartager l'actualité, mais j'estime que quand on a une visibilité et qu'il se passe des choses graves, on peut profiter de cette visibilité pour informer le monde. Et moi, en tant que thérapeute, j'en ai déjà parlé ici, il n'y a pas de guérison individuelle sans guérison collective. Et en fait, il arrive à un stade où ça sert plus à rien d'essayer de se protéger en évitant les informations trop horribles. Parce qu'à ce stade, on va tous être impactés par ce qui est en train de se passer, puisque ça nous concerne tous, puisque les Occidentaux et le gouvernement israélien, qui est soutenu par les Occidentaux, sont en train de commettre l'irréparable en notre nom. Et on va tous vivre cette honte. Et donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de faire l'autruche et il faut essayer de s'éveiller tous ensemble. Et c'est pas juste faire du love and light et envoyer de l'amour, c'est aussi dénoncer et oser prendre la parole et oser être dissident. Donc j'ai commencé un petit peu à vous partager hier dans ma story un article de Mediapart, mais voilà, ça suffit pas, je pense qu'il faut que je partage encore un petit peu des choses un petit peu moins neutres. Donc voilà, je vais essayer de pas vous spammer, mais je voulais aussi vous expliquer mon point de vue, comment je me sens, parce que je pense qu'au final beaucoup de gens se sentent perdus et ne savent pas mettre de mots dessus. Moi je sais mettre des mots là-dessus parce que du coup j'ai fait des thérapies, j'ai fait des coachings pour justement me décentrer, pour apprendre à reconnaître ses ressentis vis-à-vis du monde. Et je voulais vous les partager avec vous pour que vous arrêtiez vous aussi d'être perdu, de simplement dire que la situation est complexe et que vous n'êtes pas légitime pour vous exprimer, que vous... Non, en fait, la situation, elle est très simple. Elle est scandaleuse, elle est horrible. Et c'est terrible de s'en rendre compte.
mais il faut qu'on s'éveille. C'est tout ce que je voulais vous partager, je crois. Prenez grand soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. Prendre soin de soi dans cette situation, ce n'est pas égoïste, puisque tous ces conflits viennent du fait que des gens ne guérissent pas leur trauma et se laissent envahir par la vengeance. Donc prenez soin vous aussi de votre santé mentale, cultivez l'amour d'autrui, l'amour de vous-même, et faites des dons à des associations, et ne perdez pas espoir. Et surtout ne cédez ni à l'antisémitisme, ni à l'islamophobie. Jamais. Et si vous repérez des personnes qui ont des discours antisémites ou islamophobes, qui font des généralités, qui englobent des populations sous des gouvernements ou des pays, font des généralités sur eux, ne cédez pas à ça, reprenez-les, essayez d'argumenter, faites en sorte de propager l'éducation sur la colonialité qui perdure toujours dans ce monde, questionnez-vous sur votre dissonance cognitive et continuez tout de même à apporter de l'amour et à prendre soin de vous. Protégez-vous aussi quand même, parce que vous avez besoin de votre capacité d'expression, vous avez besoin de vous sentir ancré, de ne pas tomber dans l'anxiété pour pouvoir vous exprimer correctement et vous faire entendre. Et ça vaut pour tout le monde. Je peux peut-être finir cet épisode de podcast en vous racontant ce qui s'est passé hier. Je vous l'ai partagé dans ma story. J'ai été attaquée par des chiens hier sur la plage. Attaquée, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvée au milieu de 10 chiens qui étaient en train de me menacer, dont un qui m'a mordu. Et j'ai eu très 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 peur. Je marchais sur la plage au coucher du soleil tranquillement avec mes écouteurs quand tout d'un coup j'ai été entourée par une meute de chiens sauvages qui m'aboyaient dessus, dont un qui m'a sauté dessus et a commencé à me mordre. Donc heureusement j'étais habillée et il m'a pas mordu très fort, ce qui fait que j'ai pas eu de crocs, j'ai pas saigné, donc j'ai pas besoin d'aller me faire vacciner contre la rage. Mais du coup, j'ai eu très très peur, j'ai hurlé « Help me » en courant et j'ai foncé sur un bateau de balinais qui était en train d'accoster et ils ont fait fuir les chiens. Mais après, j'étais tellement choquée que je me suis effondrée sur la plage, à trembler, à pleurer. J'ai appelé mon mec, j'arrivais même pas à parler pour lui raconter. C'était horrible. Mais malgré tout, je vais tout faire pour ne pas avoir peur des chiens. Et ça vaut ce que ça vaut, mais c'est important de pardonner quand on vit une situation où on se sent agressé. C'est important d'essayer de comprendre l'autre. C'est important de relativiser la situation et de ne pas sombrer dans la peur. Voilà. Je vous embrasse. Je reviendrai avec des sujets plus légers les prochaines fois. Si vous avez apprécié cet épisode, eh bien, partagez-le dans votre story ou envoyez-moi tout simplement un message pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu de lumière. N'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas le cas, et si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour m'aider à faire connaître le podcast. La plupart des personnes que j'ai en consultation sont des personnes qui écoutent mon podcast depuis un moment. Donc ça compte vraiment beaucoup pour moi qu'il y ait de plus en plus de personnes qui l'écoutent. Et puis voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.